Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer un nouveau chapitre de notre programme mathématique niveau terminal. Ok? Et il s'agit du chapitre sur le cours paramétré. Voilà, le cours paramétré. Si vous avez compris le chapitre en physique, vous rappelez le chapitre sur l'équation paramétrique, quand vous avez fait sur la cinématique, là. Voilà, l'équation des trajectoires et tout ça. Le cours paramétré, ça ressemble un peu à ça. C'est pas un chapitre très long, donc on va essayer de faire le chapitre en une seule vidéo. Voilà. Donc, cette vidéo, donc, dans ce chapitre, nous allons parler d'abord de la définition, c'est quoi une courbe paramétrée, et aussi voir comment on fait la construction d'une courbe paramétrée. Ok? Voilà. Donc, on commence par la définition, comme je le disais. Représentation paramétrique d'une courbe. Il y a un et qui manque ici, là. Erreur de frappe. Donc, c'est pas un problème. Donc, on considère un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, voilà, et deux fonctions, fonction f et fonction g, deux fonctions numériques. Ces deux fonctions-là sont définies sur un même intervalle, qui est I qui est un intervalle de R, voilà, ok? Donc, pour tout t réel élément de notre intervalle I, là, nous allons associer un point MT, de telle sorte que le point MT là, son abscisse soit égal à f de t, f qu'on a défini ici, là. Voilà, f de t. Et son ordonnée égale à g de t. Est-ce que vous avez compris? L'abscisse du point, pour placer le point M là, dans les repères, l'abscisse du point M, c'est pas t lui-même, mais c'est f de t. C'est là que les gens commencent à s'embrouiller. Donc, si vous avez compris ça, le reste ne sera pas compliqué. L'abscisse du point M, c'est f de t, c'est pas t lui-même. Et l'ordonnée du point M, c'est g de t. Voilà, f et puis g, les deux fonctions qu'on a. Donc, on va utiliser les deux fonctions pour calculer les images. Et les images qu'on obtient avec les deux fonctions-là, on va prendre ces images-là pour en faire les coordonnées de nos points. Voilà. Les mt là, t correspond au nombre réel qui est élément de notre intervalle i. Là. T élément de i. On est d'accord? Donc, si on regroupe plusieurs points m, on va obtenir une courbe. Donc, l'ensemble, c'est l'ensemble des points mt là, qu'on va appeler c, va représenter une courbe. Et cette courbe-là est appelée courbe paramétrée, des paramètres t. Voilà. Donc, associée aux fonctions f et puis g. D'accord? Paramètre t là, pardon, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être q, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que vous voulez. Ça peut être k, ça peut être x si vous voulez. On n'a pas voulu prendre x ici parce qu'on s'est dit que peut-être f et puis g là vont prendre les x. Donc, retenez seulement, le secret, c'est quoi? C'est que on veut construire une courbe qui est l'ensemble des points. Mais les points là, pour obtenir les coordonnées de ces points, on va aller calculer les images en utilisant les fonctions f et puis g. C'est très important de retenir ça. Si vous n'avez pas retenu ça, vous ne pouvez pas vous en sortir pour le reste. Ça sera très compliqué. Voilà. Les points, les coordonnées de nos points, on les obtient à partir des images en utilisant les fonctions f et puis g.
C'est comme ça marche. Donc, si on prend une valeur t quelconque, t0 de t, voilà. Si on prend une valeur, c'est-à-dire un nombre dans notre intervalle i, donc le t0 là, le point m qui sera associé à ces points-là, on va l'appeler m0. Et le point m0 là est appelé le point de paramètre t0. Voilà. Donc, voici un peu le système qu'on va obtenir. Donc, vous voyez le x de notre point M, c'est pas t lui-même, mais c'est f de t. Donc, il faut aller calculer l'immense de t par f pour avoir l'abscisse de notre point M. Et pour avoir l'ordonnée de notre point M, on va aller calculer l'immense de t par la fonction g. T élément de i, on l'a déjà dit ici. Donc, le système qui est là est appelé une représentation paramétrique de la courbe C. Ou encore, système d'équation paramétrique de la courbe C. Ok? Voilà, système d'équation paramétrique ou représentation paramétrique de la courbe C. Voici un exemple. On prend par exemple la fonction f de t égale à t plus 1. Je vous ai dit que t là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être m, ça peut être k, ça peut être q, ça peut être tout ce que vous voulez. On évite seulement de prendre x parce que on s'est dit que x, y là, ce sera les coordonnées des choses, de notre point. Voilà. Donc, g de t égale à d fois t. Donc, voici nos deux fonctions f et puis g. Donc, la fonction paramétrique définie par f et g a pour représentation paramétrique. La représentation paramétrique là sera donc x égale à, vous voyez ici, t plus 1. Ça, c'est votre f de t là. Le y maintenant égale à dt. Donc, c'est g de t là. dt qui est là. Donc, avec t élément de r. Donc, vous voyez ici, le t là, élément de r. C'est comme si on vous disait, votre intervalle i ici là est égal à r. Voilà. Donc, i peut être une partie de r ou le total, la totale. C'est-à-dire, on prend la totale, c'est-à-dire le total de l'ensemble R, comme dans ce cas ici. T est élément de R. OK? Donc, ce que vous devez retenir seulement, c'est qu'on veut placer des points dans un repère. Maintenant, les points là, pour avoir l'abscisse de ces points là, il faut aller calculer f de t. Et les ordonnées, il faut aller calculer g de t. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez compris ça, vous avez débloqué un bon niveau de compréhension. Et la suite sera facile. Voici un exemple. C'est le même exemple qu'on a donné donc précédemment là. F ici, G ici, et notre système ici, x égale à t plus 1, y égale à t dt, et t avec t éléments de R. Donc, première équation et puis deuxième équation. Donc, il faut noter que si vous arrivez à établir une relation entre x et puis y ici, de façon à obtenir une équation cartésienne de C, vous rappelez courbe et choses, quand vous avez fait choses, comment je dis ça? Équation de la trajectoire en physique, hein? Dans un champ gravitationnel. Si vous rappelez, on tire T à quelque part, soit ici ou ici, et puis on prend la valeur de T là, on remplace dans l'autre équation. À ce moment, on peut avoir X et une relation indépendante entre X et Y. OK? C'est-à-dire, on peut avoir Y en fonction de X.
ou bien x en fonction de y, ça dépend. Donc, si vous arrivez à obtenir ça, vous allez avoir une équation cartésienne de votre courbe. Voilà. Donc, si on part de cette équation 1, de cette première ligne-là, équation numéro 1, on peut tirer t dedans. Ça va faire quoi? Si le 1 là part de l'autre côté, ça va faire x moins 1. Donc, on va obtenir t égale à x moins 1. On est d'accord? Cette valeur de t là, on va la remplacer dans y. Donc, ça va faire d facteur de x moins 1. Donc, on obtient 2x moins 1. Donc, cette équation-là, sera une équation de la courbe qui est y moins d x plus d égale à 0. Ouais, si vous voulez, vous pouvez ramener tout ça là aussi ici. Hein. Donc, comme si y égale à 2x, comme ici. Y égale à 2x moins d. Donc, ça, on peut dire que c'est l'équation de la courbe, l'équation cartésienne de la courbe C. Donc, dans ce cas précis, C, c'est une droite, tout simplement. Mais ce n'est pas tous les cas. Vous allez voir qu'il y a des courbes très compliquées, hein, avec des formes, souvent un rond ou un truc forme ovale, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, c'est un cas vraiment très simple. Donc, retenez seulement que si on peut exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x, on peut obtenir une équation de la courbe. Voilà. Donc, OK. Voici un système encore. X égale à d moins 3t. Y égale à d moins 6t. Et puis les t éléments de R. Donc, notre intervalle I ici égale à R. D'accord? Voici, dans Y là, ici, si vous voulez tirer T ici, vous allez obtenir quoi? Donc, vous allez avoir X, le D là qui va partir ici, ça va faire moins D. Et vous allez être obligé de diviser par moins 3. Donc, vous allez avoir T égale à moins X et moins X plus D. Bon, c'est ça qu'ils ont mis ici, D moins X. Voilà, et tout sur 3. Donc, c'est ça qu'ils ont remplacé ici. On a remplacé ici le T là, à sa valeur, en tirant ici. Et vous allez pouvoir obtenir quelque chose comme ça. OK? Il faut vérifier si c'est bien fait. De toutes les façons, vous avez compris la méthode. Il faut tirer X et T à quelque part, dans X par exemple, puis vous venez vous remplacer dans Y. Puis je pense que ça va aller. Toujours représentation graphique là, d'une courbe. Je rappelle qu'il y a E qui manque ici. Voilà. Mais je pense que vous comprenez. C'est pas ça qui va vous empêcher de comprendre. Voici le système encore. S1, SD et S3. Donc, pour S1, x égale à cosinus de t, y égale à sinus de t. Maintenant, t est élément de 0 à 2pi. Donc, notre intervalle i ici, c'est 0 à 2pi. Pour le SD, même chose, x, y. Est-ce que vous voyez, les x ici et les y sont pareils. OK? Mais l'intervalle i là, ici, c'est de 0 à pi. C'est la même chose ici, sauf que l'intervalle ici, i, c'est de 0 à 2pi. Donc, vous comprenez ici, 2pi, pardon, ici, c'est pi demi, c'est pas 2pi. Donc là, c'est le cercle trigonométrique complet, 2pi. Après, on divise le cercle trigonométrique en deux. Ça fait pi. 0 à pi, c'est comme si c'était... Après, on divise encore par deux, c'est-à-dire l'écart de l'intervalle initial. 0 à pi demi. OK? Donc, si on prend C1, C2, C3, les courbes de ces systèmes-là, les courbes représentées par les systèmes S1, SD, S3, C1 aura pour équation cartésienne, c'est-à-dire x carré plus y carré égale à 1. Et
le x là sera élément de l'intervalle moins 1 à 1. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si votre t là part de 0 à pi demi, cosinus de quelque chose qui varie entre 0 à pi demi. Vous voyez que si t égale à 0, par exemple, cosinus de 0 égale à combien? Cosinus de 0 égale à 1, non? Jusqu'à savoir, ça dit les valeurs de cosinus. Quand l'angle part de 0 à 2π, c'est-à-dire jusqu'à revenir 0 jusqu'à 2π là. Quand l'angle va faire ce tour là, le cosinus va partir de 1 jusqu'à moins 1, si vous voulez. Voilà. Ou bien de moins 1 jusqu'à 1. Voici pourquoi x sera élément de moins 1 à 1. OK? Et ça sera pareil aussi pour les y là. Pour les y, par contre, c'est des choses. C'est sinus. Donc, si vous commencez à partir de 0, sinus de 0, ça fait 0. Maintenant, c'est quand vous allez arriver au niveau de pi demi, moins pi demi là, que vous allez obtenir les moins 1 et puis les 1 là. Voilà. Donc, l'équation cartésienne, ça sera ça. Parce que si vous faites, on porte ça là au carré, x au carré, ça va faire x au carré égale à cosinus carré de t. Après, vous portez y au carré. Vous allez avoir donc y au carré. Lui, là aussi, vous le portez au carré. Sinus de t au carré. Donc, vous additionnez membre par membre. Vous allez avoir x carré plus y carré ici. Et cosinus carré de t plus sinus carré de t. On vous a dit relation trigonométrique. Cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. OK? Donc, vous allez obtenir ça. Donc, pour ceux qui se demandent comment on a obtenu x carré plus y carré égale à 1, c'est comme ça qu'on a obtenu ça. Donc, ça, c'est valable pour tous les autres, tous les trois systèmes. 1, 2, 3. Deuxième courbe là maintenant, vous allez avoir x carré plus y carré égale à 1. Même équation, parce que ici, c'est la même chose. Sauf que ici, le x va aller entre moins 1 et 1, mais y, c'est entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que quand vous allez de 0 à pi, sinus de t là, va faire quoi? Entre 0 pi, 0 pi. Le sinus va varier de 0. Sinus de 0, ça fait combien? Ça fait 0, non? C'est au niveau de pi demi là, que vous allez avoir la valeur de sinus égale à 1. Voilà. Les x, et si vous débordez entre pi demi et pi, ça sera entre 0 et 1. Ça va décroître. Voilà. Si on prend la partie positive. Donc, là, on aura quelque chose comme ça. Maintenant, si vous allez entre 0 et pi demi, là, tous les deux, que ce soit x et y, tous les deux vont varier entre 0 et 1. 0, 1. Alors, si vous allez de 0 à pi demi, cosinus va varier entre 0 et 1. Si vous allez aussi entre 0 et pi demi, sinus aussi va varier entre 0 et 1. Seulement, quand vous êtes à l'angle 0, le cosinus sera 1. Plus vous augmentez l'angle, plus le cosinus va diminuer. Par contre, le sinus, quand vous êtes à l'angle 0, le sinus est 0. Plus vous augmentez l'angle, plus le sinus va varier. Jusqu'à pi demi, et ça va faire 1. Voilà. Donc, si on prend la représentation graphique, voici ce qu'on va obtenir. Pour la première courbe, c'est le cercle trigonométrique seulement. Hein. Voici le complet. Entre 0 et pi demi. La totale.
Maintenant, entre 0 et pi, juste cette partie supérieure que vous allez obtenir. 0, pi demi et pi. Maintenant, entre 0 et pi demi, c'est juste cette portion-là. Vous allez obtenir. Donc, quand vous regardez ça comme ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Pour ne pas trop se fatiguer, on peut dire, par exemple, nous, on peut seulement chercher à tracer la courbe là, juste dans cet intervalle-là. Et puis maintenant, on va utiliser des symétries pour compléter le reste de la courbe, la totale. Voilà. Ou bien vous construisez uniquement ça, après vous allez compléter pour faire la symétrie. Symétrie, vous voyez qu'ici, là, on peut faire symétrie par rapport à l'axe des abscisses là. Ici, on peut faire symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis à l'axe des abscisses, ou bien vice-versa. Donc, on peut simplifier un peu le travail. Ça, c'est juste pour un peu illustrer un peu ce que je viens de dire là. La possibilité de simplifier souvent les courbes paramétriques. Donc, c'est pour cela qu'on va parler de la réduction de l'ensemble de titres d'une courbe paramétrique. D'après ce qu'on vient d'illustrer là, il y a une possibilité de réduire l'ensemble de titres. Donc, soit une courbe paramétrique dont le système est représenté comme ça, x égale à f de t, y égale à g de t, avec t éléments de l'intervalle i. Donc, on va comparer les points m, t, et puis m de moins t. Si je prends par exemple, c'est comme si on prend m de d, et puis, pas m de d, md, et puis m moins d. T et puis moins t. On va comparer pour voir qu'est-ce que ça va donner. On compare dans les conditions suivantes. Première condition, dans le cas où f et g sont paires, c'est-à-dire les deux fonctions-là sont paires. Dans les conditions où f est pair et puis g est impair. Ou dans les conditions où f est impair, g est pair. Quatrième et cinquième possibilité, dans les conditions où f et g, tous les deux sont impairs. Dans les conditions où f et g sont périodiques, vous l'appelez périodique sinus ou cosinus par exemple. OK. Donc, on va voir, on va comparer les deux points mt et puis m moins t dans ces 5 conditions-là pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et après ça, on peut tirer des conclusions. Donc, le premier cas, le cas où f et puis g, tous les deux sont pairs. Les fonctions paires, je pense que vous avez vu, c'est en seconde ou bien en première, je ne me rappelle plus. Et quand les fonctions sont paires, par exemple, si f est pair, ça veut dire que f de t et f de moins t là, sont égaux. Si une fonction est paire, c'est ce que ça veut dire. Ça, au moins, j'espère que vous vous rappelez, vous savez. Si f est pair, f de moins t et puis f de t, f de moins t égale à f de t. Donc, si g aussi est pair, on aura pareil. G de moins t égale à g de t. Donc, nous, on peut dire dans ce cas que m moins t et puis mt là seront pareils. Ça sera le même point. Ou bien, parce que m moins t là sera égal à quoi? Les coordonnées de m moins t sera égal à quoi? F de moins t et puis g de moins t. Maintenant, les coordonnées de mt sera quoi? F de t et g de t. Dans la mesure où f de moins t égale à f de t, ça veut dire que l'abscisse de m moins t et mt sont pareils. C'est même abscisse. Et les ordonnées aussi, g de moins t et g de t, sont pareils. Donc, les deux points là sont pareils aussi. Donc, si on a ce cas-là,
Et souvent, même à l'examen, on va vous demander de montrer que F est pair et G est pair. Il faut vite faire ce genre de choses. Pour montrer que F est pair et G est pair. Pour montrer que F est pair, il faut calculer F de moins T et F de G et F de T et montrer que les deux sont égaux. Si vous arrivez à montrer que F de T et F de moins T sont égaux, vous êtes arrivé à montrer que F est pair. Et pareil pour G. Donc souvent, dans l'exercice ou à l'examen, on va vous demander de montrer que les fonctions sont paires d'abord. Après, on va vous demander de déduire et réduire, donner une réduction de l'intervalle de type. Parce que si les deux fonctions sont paires là, il suffit pour nous d'étudier la courbe là sur l'intervalle I inter 0 à plus l'infini. Attends, il y a d'autres qui vont pas comprendre ça. Inter là, opposé de union, ou bien on va dire quoi? Si je prends par exemple, votre intervalle est, je vais dire quoi? De moins 5 à 8 par exemple. On s'en fout. Si vous faites moins 5 à 8, inter 0 à plus l'infini, ça veut dire que c'est la partie positive de votre intervalle seulement. Puisque la partie moins 5 jusqu'à 0 là, ça ne rentre pas dans l'intersection entre 0 à plus l'infini. Donc c'est à partir de 0 jusqu'à 8 là seulement, vous allez avoir besoin d'étudier votre fonction là, à partir de seulement sur cette portion. Ça c'est un exemple, juste en haut comme ça que j'ai donné. Peut-être on va vous donner un intervalle qui est quand même, comment on appelle, peut-être symétrique. Peut-être on va vous dire de moins 5 à 5. Donc, dans ce cas, vous avez besoin d'étudier votre fonction là sur l'ensemble 0 à 5 seulement. Et c'est tout. Puisque si vous faites moins 5 à 0 là, vous allez trouver la même chose. Puisqu'on vous dit que f de t et f de moins t, c'est pareil. Donc, si vous faites f de d, f de moins d, ça va être pareil. Donc, pourquoi vous allez vous fatiguer pour aller faire l'autre partie qui est négative? Voilà. Donc, retenez seulement que si vous avez f qui est pair, puis g qui est pair, vous avez besoin vous pouvez simplifier la construction de votre courbe. C'est la partie qui est positive là. Pour ceux qui n'ont pas compris, I inter 0 à plus l'infini là. Voilà. Deuxième cas, c'est le cas où quoi? On a dit la fonction f est paire et l'autre maintenant est impair. Si f est paire, ça reste pareil, hein? F de moins t égale à f de t. Maintenant, si g est impair, maintenant impair là, g de moins t égale à moins g de t. Ça aussi, je pense que vous avez vu ça dans les classes inférieures. Donc, si une fonction est impaire, si je prends f de a, ça sera f de égale à moins f de. Si je prends f de moins a, sera égal à f moins f de a. Voilà, f de moins t égale à moins g de moins t égale à moins g de t. Pour dire quoi? Si vous prenez les points mt et les points m moins t, ils auront les mêmes abscisses parce que les f là sont pareils. C'est les mêmes abscisses. OK? Maintenant, les ordonnées là seront, comment on appelle? Genre opposés. Si l'axe des ordonnées, si pour m c'est 2, pour mt, si pour mt c'est 2, pour m moins t, ça sera moins 2. Par exemple. Mais c'est même ordonnée là. Par exemple, si l'abscisse est 5, ça sera 5 pour
pour mt et ça sera 5 pour m moins t. Maintenant, c'est les ordonnées là qui seront différents. Vous imaginez déjà, ça sera symétrique à quel axe? Donc, ça sera symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Parce que les abscisses sont pareils et les ordonnées sont opposées. Voilà. Donc, si vous placez votre repère ici, par exemple, l'axe des abscisses est là comme ça. Donc, malheureusement, on ne peut pas dessiner comme ça. Vous prenez 0, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Si l'abscisse, donc l'abscisse, vous placez les points MT, par exemple, il est là, avec l'ordonnée égale à D. L'abscisse, c'est 5, l'ordonnée, c'est D. L'autre point, l'abscisse, c'est toujours 5, mais l'ordonnée, c'est moins D. D et moins D, temps opposé. Donc, vous voyez que ces deux points-là seront symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, dans ce cas-là, il nous suffit seulement d'étudier notre courbe aussi. Juste si, même intervalle là, I inter 0 à plus l'infini. Maintenant, c'est pas fini. Si on construit notre courbe si 0, si I inter 0 à plus l'infini, c'est-à-dire si la partie positive là, j'ai déjà expliqué ça précédemment. Après, on va construire, si vous considérez cette partie de votre courbe, c'est pas fini comme ça. Vous allez obtenir seulement une partie de votre courbe. Pour obtenir la totale, c'est-à-dire la totalité de votre courbe, vous allez avoir besoin de construire des symétries par rapport à l'axe des abscisses. Donc, la totalité de la courbe sera C égale à C1 union CD. Voilà. Donc, vous allez construire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. C'est comme ça. Troisième cas maintenant. C'est le cas où F est impair et puis G est pair. Il y a d'autres qui vont tout de suite sauter et dire que c'est la même chose que le deuxième cas là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que ici, les abscisses là sont opposées. Par exemple, dans l'autre cas, si l'abscisse, on avait dit l'abscisse était 5, non? Tous les deux étaient 5, 5. Là, les abscisses sont opposées. Pour MT, c'est 5. Pour M-T, c'est moins 5. Vous voyez, en ce moment-là. Et les ordonnées seront pareilles. Parce que G est pair. Donc, G moins T et G de T sera pareil. Donc, en ce moment, si vous prenez l'axe des ordonnées qui est là, l'axe des abscisses ici, c'est les abscisses qui sont opposées. F de T, F de moins T égale à moins F de T. Donc, si vous prenez l'axe des abscisses, les X seront opposés. Si vous prenez X 5 pour MT ici, pour M moins T, ça sera moins 5. Et l'axe des ordonnées sera au milieu ici. Maintenant, l'ordonnée sera pareil. Si l'ordonnée est par exemple égale à 2. Donc, vous allez avoir 2 points, un point ici, un point ici, qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas, vous pouvez toujours faire construire votre courbe. Étudier votre courbe uniquement sur le même intervalle là, I inter 0 à plus l'infini. Maintenant, vous allez faire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées cette fois-ci. Ce n'est pas là par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport à l'axe des ordonnées, et puis vous faites maintenant l'union des deux pour avoir la totalité de votre courbe. OK? Donc, on va aller maintenant dans les cas où les deux sont impairs. Quand les deux sont impairs, vous allez avoir f de moins t égale à moins f de t, g de moins t égale à moins g de t. En ce moment, les deux points m et m moins t et puis mt là seront symétriques par rapport à l'origine de votre repère. OK? Donc, en ce moment-là, il suffit de construire. Ici, là, c'est pas chose. Hein? Il suffit de construire C sur I sur votre intervalle. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas inter. Sur I, élément de 0 à plus l'infini. Voilà. Construire la courbe C1 de C correspondant et sa symétrie CD par rapport à l'origine du repère. En ce moment, ce n'est pas inter que vous devez faire. C'est-à-dire, vous devez faire la partie qui est élément de 0 à plus l'infini là. Et puis, pour l'autre partie,
où c'est négatif là, vous faites symétrie par rapport à l'origine du repère. Et l'union des deux parties là va faire votre courbe. Maintenant, on va attaquer les derniers points, les cas où les fonctions là sont périodiques, f et g sont périodiques. En ce moment, qui dit périodique va parler des périodes. C'est sur quelle période? Et la période, vous connaissez, c'est à partir de quel moment et la courbe va se répéter, va commencer à se répéter. C'est ça la période. Ou bien, donc f est périodique de période T1, G est périodique de période TD. Donc, on a des périodes pour chaque fonction à sa période. Voilà. Donc, T positive. Alors, les réels T, P, P, C, M. En sixième, là, vous avez vu ce qu'on appelle PPCM. Peut-être ce n'est pas les mêmes PPCM ici. Là, comment on appelle ça? Plus petit, commun, multiple, ou bien c'est quoi là? PPCM, PCCD. Bon, ici, votre PPCM là, c'est la plus petite période commune. OK? La plus petite période commune, c'est-à-dire la plus petite période commune entre les deux fonctions f1 et puis, f, et puis g là. F et puis g. Donc, cette période commune là, on va la noter T. Vous rappelez que T1 c'est pour F, T2 c'est pour G. Maintenant, les T, c'est les PPCM là. C'est-à-dire la plus petite période commune de F et puis G. Donc, si T est la plus petite période positive commune, la plus petite période positive commune à F et puis à G, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en ce moment, ça signifie que F de T plus la période là, ça sera F de T. On peut vous demander aussi de démontrer ça pendant l'exercice ou bien le devoir ou à l'examen. Montrer que temps en temps est la période. Ou bien montrer que la courbe F a une période de temps. OK? Donc, pour faire ça, vous devez montrer que F de t est même chose que F de t plus la période. Voilà. Si la période est pi, par exemple, vous devez montrer que F de t est pareil que F de t plus pi, par exemple. Ou bien vice-versa. Donc, l'autre aussi, puisque la période, la période t là est commune, donc si vous prenez g de t plus t, petit t, grand t, hein, ça sera égal à g de petit t là. Donc, autrement dit, m de t égale à m de t, petit t plus grand t. Les deux là seront pareils. Si c'est cette période-là, si cette période commune-là que vous prenez. Voilà. Donc, on démontre que dans ce cas, on obtient toute la courbe en la construisant sur tout intervalle d'amplitude t. C'est-à-dire l'amplitude de votre période là, la période commune. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et on va parler maintenant du vecteur dérivé. J'espère que ce qu'on a fait précédemment là, c'est compris. La manière de diminuer l'intervalle d'étude là. Ok? Ça dépend de la parité des deux fonctions et la périodicité si les deux fonctions sont paires. Ah, la période, si les deux fonctions sont périodiques, pardon, et la période commune sera identifiée. Donc, on va parler d'un troisième point très, 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 très important ici. Ce point-là est vraiment important. Parce que si vous n'avez pas compris ici, vecteur dérivé là, si vous n'avez pas compris ça, vous allez avoir des difficultés à construire votre courbe. Si vous avez compris ça,
La construction de votre courbe sera très, très facile. Très facile, vous allez voir. Donc, ici, on considère les plans munis d'un repère orthonormé O et J, puis notre courbe paramétrique définie par ce système, f de t, x égale à f de t, y égale à g de t, notre t0, élément de i. Voilà, t élément de i. Si on prend un t0 élément de i, f et g sont dérivables en t0. Pardon, t0 là, c'est n'importe quel t qui est dans notre élément, notre intervalle i là. Ok? Voilà. Donc, si on prend les 1t0, qui est élément de notre intervalle i là, f et puis g sont dérivables en t0. Si les deux fonctions sont dérivables à notre point t0 là, ça veut dire alors le vecteur, le vecteur v de t0 qui aura pour abscisse f' de t0 et g' de t0. Pourquoi je dis les coordonnées du vecteur? Parce que vous voyez ici i et puis j ici. Ça, c'est les coordonnées du vecteur. Vous voyez le vecteur avec ça. Donc, si on place, si on met les coordonnées f' de t0, g' de t0, f' de t0 avec pour vecteur unitaire i et l'autre vecteur unitaire j, ça veut dire que f' de t0 est l'abscisse du vecteur vt et g' de t0 est l'ordonnée du vecteur vt. Voilà, ce vecteur-là, vt-là, est appelé le vecteur dérivé en t0. Maintenant, si votre t0 là est différent du vecteur nul, votre t0 est différent de 0, alors la droite passant par le point mt0, c'est-à-dire les points images, les points au mt0, vous vous rappelez des coordonnées du point m0, ça sera f de t0 et puis g de t0. Voilà. Donc, les points là, ayant pour vecteur directeur t0, est la tangente AC au point MT. Tout ça là, c'est gros français, non? Il y a d'autres qui n'ont pas compris, non? Oui. On va faire ça de façon simple. Tout ça là, ça veut dire que si vous prenez un point M, pour M là, on a déjà défini un coordonnée, comment obtenir l'abscisse, comment obtenir l'ordonnée. L'abscisse c'est f de t, l'ordonnée c'est g de t. Ça veut dire qu'à ce point-là, si vous prenez les dérivés de f et puis g, ok, à ce point-là, la courbe aura une tangente au point où on a cette chose, dérivée de f et puis dérivée de g. Voilà. Donc, ça veut dire que les dérivés là sont très, très, très importants. Si vous avez ce vecteur-là, vous allez pouvoir avoir des tangentes à votre courbe. Et si vous avez les tangentes, ça va vous faciliter la tâche. C'est ce que ça veut dire. On va voir dans les exemples comment ça va se passer. Donc, je remets juste ici la définition qu'on vient de voir là. Vecteur dérivé. Voilà. Tangente. Remarque. Donc, une interprétation graphique. On va répartir en cinématique. Donc, si T représente les points, les temps, et M, un point mobile qui parcourt la courbe de C,
lorsque t varie sur l'intervalle i, on dit que la courbe là est la trajectoire du point M. Et le vecteur Vt0 là est appelé le vecteur vitesse instantanée du point M. Ça, c'est juste des informations, hein. Voilà. À l'instant t0. Donc, on nous amène en physique. Maintenant, la fonction f et g là sont dérivables. Si les deux fonctions sont dérivables en i, on dit que le mouvement de M là est uniforme, respectivement accéléré ou retardé. Si votre vecteur là, ou bien la fonction t, ou tout t associé au vecteur t, si ce vecteur là, c'est-à-dire la vitesse est constante, respectivement croissant ou décroissant. Donc, si la vitesse est constante, on va dire mouvement uniforme. Si la vitesse est croissante, mouvement accéléré. Vitesse décroissante, mouvement retardé. Mais ça, je suppose que vous connaissez ça déjà, hein? Voilà. Quand vous avez fait chapitre sur la cinématique en tant qu'élève de la terminale. Donc, si on prend f et g, deux fois dérivables sur notre intervalle i, double dérivé. Donc, si on prend ce vecteur-là, qui est f seconde de t0 et g seconde de t0, ce vecteur va s'appeler vecteur accélération du point M. Voilà. Accélération, c'est la double dérivée de la position. Il n'y a rien de sorcier. Vous connaissez déjà. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Ok, on va prendre quelques cas. Peut-être deux exemples. Trois. Peut-être on va se limiter à deux exemples. Voici les premiers exemples. Soit la courbe. Voici les paramètres. X égale à 3t carré moins d. Y, ça fait 3t moins t cube. Donc, notre intervalle, c'est de moins d à d. Ok? Ok, on va voir. On va étudier et représenter la courbe C de ce système. D'accord? Donc, on va procéder comment? On va poser f, normalement, f de t égale à ça. 3t carré moins d. Okay? G de t égale à 3t moins t au cube. Celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que f est pair et g est impair. Vous pouvez faire, hein? Vous pouvez faire la démonstration. Si vous faites, par exemple, f de moins t, vous allez obtenir quoi? 3 moins t au carré. Moins t au carré. T au carré, c'est la même chose. Le carré là va annuler le moins. OK? Donc, on obtient que f de moins t égale à f de t. Donc, f est pair. Maintenant, pour moins t là, si vous faites à cause du cube là, le moins ne sera pas éliminé. Et évidemment, ici aussi, il n'y a pas de puissance carrée ici. Donc, le moins ne sera pas éliminé. Donc, vous allez obtenir que f de moins t égale à g de moins t égale à moins g de t. Ce que ça veut dire. Donc, MT, quand c'est comme ça, là, vous vous rappelez du cas où F est pair et puis G est impair, on avait dit qu'on aura une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Parce que les images, les abscisses, les F sont pareils, ça sera même abscisse. Maintenant, les ordonnées, là, seront opposées. Donc, ça sera symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons couper notre intervalle d'étude là. Étudier seulement sur 0 à D. Tout simplement. Pas plus. Donc, pour tous tes éléments de 0 à D, j'espère que vous avez compris ici. Là. Mais je pense à l'examen, on va vous demander de montrer que F est pair et G est impair. D'abord. Après, on va vous dire de réduire l'intervalle d'étude. Donc, quand F est pair et puis G est impair, on peut avoir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. On a démontré ça ici. Voilà. Et en ce moment, on peut couper l'intervalle là en D.
On étudie seulement de 0 à... Si vous voulez aussi, vous pouvez faire de moins d à 0. Hein. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc 0 à d. Donc on dérive f' de t. Ça va faire quoi? 2 fois 3, 6t. Donc 6t. Dérivé de la constante, ça fait 0. Dérivé de g de t' là, ça va faire 3 moins 3t carré. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, on a dérivé les deux. Donc, g' de t, parce qu'on va avoir besoin des signes de dérivés là. OK? On va avoir besoin des signes de dérivés. Parce qu'on veut le tableau de variation. On va après faire tableau de variation. Donc, pour cela, on a besoin des signes de dérivés là. Pour g de x là, g de t, g' de t, pardon, on peut factoriser. C'est là, par 3 d'abord. Donc, on aura 1, si vous factorisez par 3, vous allez avoir 1 moins t au carré. Le 1 là, c'est comme si c'était 1 au carré. Donc, ça va devenir a carré moins b carré. Donc, ça va faire a moins b facteur de a plus b, ou bien l'inverse. Donc, c'est pour cela qu'on a fait 1 moins t facteur de 1 plus t. Voilà, ça, c'est un jeu d'enfant pour vous, normalement. Factorisé par 3 d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on constate pour les cas de f de t, là, f' de t, pardon. Donc, on a 6t, non? Si cet intervalle-là, si t est élément de 0 à d, f' de t sera forcément positif. Parce que si c'est positif, t aussi qui est élément de 0 à t sera positif. Donc, f' de t sera positif pour tout t élément de 0 à d. Ça, c'est pas compliqué, je pense. Maintenant, pour g' de t, là, il y a des cas. Vous voyez, on a besoin de savoir là où ça, au niveau de 1, si x inférieur à 1 et x supérieur à 1. Voilà, si je parle de x, c'est t, hein, c'est pas x. On est tellement habitué à x là. T inférieur à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça là, ça va être positif. Voilà, 1 moins t en ce moment va être positif. Et ça, évidemment, c'est positif parce que t est positif. C'est pas lui qui va nous poser, c'est pas la deuxième parenthèse là qui va nous poser problème. C'est celle-là là qui va nous poser problème. Ou si vous voulez, vous pouvez faire tableau de signes en utilisant ça, mais je pense que c'est pas trop nécessaire. Voilà. Maintenant, si t est élément de 1 à d, en ce moment, celui-là sera plus grand que 1. Donc, cette parenthèse sera négative. Donc, l'ensemble va être négatif. Voilà. Donc, pour G là, on aura des cas. Donc, avec ça, nous pouvons faire un tableau de variation. On est d'accord? Voilà. Donc, de 0 à 1, on divise ça comme ça à cause de G' de t là. 0 à 1 et de 1 à d. Pour f', on a dit que f' est positif. Hein? Voilà. f' est positif partout, donc plus. Maintenant, vous calculez image pour 0. Ici, ça va faire 0. Image 1. Si vous remplacez t par 1, ça va faire 6, non? Voilà. Maintenant, pour 2, 2 fois 6, ça fait 12. OK? Donc, pour g aussi, on fait pareil. Donc, de 0 à 1, t élément de 0 à 1, on a dit que g est positif. Maintenant, t élément de 0, de 1 à 2, g' sera négatif. Donc, ici, la fonction est négative. Donc, on calcule aussi les images. Et g' de 0, vous remplacez, ça va faire combien? Parce que le t là va être remplacé par 0, donc ça va vers 0. Il va rester 3 seulement. C'est le 3 qui est là. Maintenant, t' de 1, si vous remplacez 1 ici, vous allez avoir 3 moins 1. 3 moins 3, ça va faire 0. C'est le 0 qui est là. Maintenant, g' de d, si vous remplacez t par d, d au carré, ça fait 4. 4 fois 3, 12. Donc, vous allez avoir moins 12 plus 3. Ça fait moins 9. Donc, pour f et puis pour g, pour tableau de variation des courbes paramétrées là, c'est comme ça. Hein.
Voilà. Vous faites f à part et puis g à part. Parce que vous avez deux fonctions. F et puis g. Vous êtes obligé de faire les deux. OK? Donc pour f, on va avoir quoi? F' est positif, donc ça veut dire que f est croissant tout au long. Maintenant, là où les gens vont s'embrouiller. Ici, f de 0, c'est pas pareil f' de 0. C'est pas le 3 ici. On est d'accord? Là, c'est ici que vous allez venir faire. Ou même si vous voulez, c'est là. F de 0. Si vous remplacez les t là par 0, on va obtenir seulement moins d. Voilà. Moins d. On est d'accord? Et les 1 là, si vous calculez f de 1, si on remplace t par 1, ça va faire 3 moins d. Ça fait 1. Maintenant, pour d, si on remplace d au carré, ça fait 4. 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins d, ça fait 10, non? Voilà. Donc, pour f, voici ce qu'on a. Maintenant, pour g, on calcule g de 0. Si vous remplacez 0 ici, 0, 0, ça va faire 0. G de 1, 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1 au cube, ça fait 1. Donc, ça fait 3 moins 1, on aura d. Et g de d, pour remplacer encore, d ici, d fois 3, ça fait 6. D au cube, ça fait 8. 6 moins 8, ça fait moins d. Donc, c'est moins d ici. Donc, nous avons notre tableau de variation là comme ça. Donc, vous l'aurez compris, il faut pour les deux fonctions, pour f et pour g. Voilà. Donc, avec ça, on peut tracer la courbe. Maintenant, vous vous rappelez où on a tracé la courbe. La gradation ici, là, c'est important. Hein. Regardez ici, sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est 1, 2, 3, bon, on va dire 4. Donc, 1 cm, ça fait 1 pas, à peu près. Maintenant, sur l'axe des ordonnées, ici, on nous dit que c'est 1, quelque chose. Donc, ça veut dire que 3 pas, 1, 2, 3, pour avoir 1. Voici 1 qui est là. Donc, 1, 2, 3, D est là. Voilà. Donc, il faut faire attention à la gradation. L'échelle là, l'échelle qui est ici, c'est pas 1 cm égal à 1. Donc, l'échelle est différente. Mais dans votre cas, peut-être, il faut toujours faire attention seulement pour l'échelle. Donc, ça, c'est peut-être les élèves de la troisième qui ça, là, ça peut tromper. C'est pas les vous autres, votre niveau. J'espère quand même. Donc, on étudie 0 à, de 0 à chose. 0 à D, non? Voilà. Vous vous rappelez, non? On avait simplifié l'intervalle là. Mais il y a d'autres aussi qui vont s'embrouiller ici. Le problème, c'est quoi? C'est que T est entre 0 et D. Ça, c'est T. T, c'est entre 0 et D. On est d'accord? Maintenant, nous, notre repère qui est là, X et Y. X ici, là, si jamais vous vous trompez, vous placez le T là, ici, c'est pas bon. X, pour avoir X, il faut calculer F de T. C'est là le problème, en fait. Donc, il y a d'autres qui vont venir et limiter leur intervalle 0 à D. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est le T qui est élément de 0 à D. Votre X, c'est le F. Et le F, quand on a fait les images, c'est entre moins D à 10. Donc, T part de 0 à D, mais F part de moins D à 10. Donc, notre axe des abscisses ici, là, va aller de moins D. Vous voyez ici, c'est moins D à peu près.
à 10. Même si la gradation est un peu bizarre quand même, il faut l'admettre. 0, moins 1, moins 2. Donc notre f là, c'est-à-dire, et c'est f qui représente la x ici. Le t est entre 0 et 2, mais le x, lui, quand on a fait, c'est entre moins 2 et puis 10. Parce que c'est le f de t qui est x. C'est là le secret. Maintenant, le g, c'est-à-dire le y, notre y ici, lui, il part de 0 à 2. Vous voyez? 0 ici à 2. Vous vous rappelez les repères ici. On a dit que c'est 3 pas qui fait l'unité. 1, 2, 3. Donc 1 est là. 1, 2, 3. 2 est là. Et là, c'est 1, quelque chose, 1,4 quelque chose. Donc souvent aussi, on peut vous donner des échelles comme ça. Ou c'est x et puis c'est y là. L'arc des abscisses et l'arc des ordonnées, c'est pas pareil. Donc c'est ça la limite. Donc, vous vous rappelez des vecteurs dérivés là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Au niveau des dérivés là, on a comment on appelle? Des tangentes. Donc, si vous voulez utiliser les courbes, ça là, pour faire tracer votre courbe, ça sera compliqué. C'est plutôt les tangentes là que nous allons utiliser pour tracer notre courbe. Donc, nous allons tracer notre courbe seulement entre moins 2 et puis 10. Moins 2 et puis 10, ça c'est ici, hein, c'est qui est là. Parce que si t est élément de moins 2, de 0 à 2, f de t sera entre moins 2 et puis 10. Donc, nous, on va faire notre fonction là entre moins 2 et puis 10. Voilà. Voici pourquoi souvent là, si vous divisez, si on vous donne que t est comme ça là, t est élément de ça, il y a d'autres, rapidement à côté, ils vont calculer leur x pour voir si t est élément, si t est entre moins 2 et puis 2, x sera entre quoi et quoi. Ils vont calculer les x là, de moins 2, donc en remplaçant t par moins 2, et puis remplaçant t par 2 pour avoir l'intervalle d'appartenance de x. Et ils vont faire pareil pour les y aussi. Là, vous allez savoir votre courbe là sera dans quel domaine. Maintenant, après, comme on va diviser l'intervalle de titre entre 0 et 2, voici pourquoi ça va devenir ici. T est entre 0 et 2, mais x sera entre moins 2 et puis 10. Et y va aller entre 0 et puis moins 2. Voilà, c'est comme ça. Donc, je reviens à ce qu'on disait ici, là. Pour ici, là, à ces points-là, 1, 0 et 2, là, qu'est-ce qu'on a fait? Pour là, 0 à moins 2, le point qui est là, moins 2 et puis 0, on aura une tangente là-bas, à la courbe. OK? Donc, vous allez venir mettre votre tangente ici. Voilà. Et les deux fonctions, x sera croissant et y sera croissant. Voilà. Vous voyez, dans cet intervalle-là, x est croissant, y est croissant. Donc, vous allez avoir votre tangente ici. Vous faites votre tangente. L'autre point, c'est quoi? C'est 2 et puis moins 1. 2 est où? 1, 2. Non, c'est pas 2, c'est 1 et puis 2, pardon. Moins 2 et puis 0, ça c'est ce qu'on vient de faire. Le point qui est là. À ce point-là, on aura une tangente, ou bien une demi-tangente si vous voulez. Donc, ça sera comme ça. Vous placez. La courbe là est mal placée, est mal construite, hein. L'autre point, là où on a tangente, c'est 1 et puis 2. Le point de coordonnées 1 et puis 2. Donc, 1 est là, 2 est là. Vous allez avoir une autre tangente qui est là. Vous faites une tangente comme ça.
Parce que c'est les tangentes là qui vont vous permettre de tracer la courbe. Et rien d'autre. Après, maintenant, les points, les coordonnées 10 et moins D. 10 est là, moins D est là. Il ne faut pas oublier que si l'axe des ordonnées là, c'est 3 pas qui fait 1. 1, 2, 3. Donc, moins 1 est là. Après, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moins 1 est là. 1, 2, 3. En bas ici, c'est en bas ici, le dernier là qui est notre moins D. Donc, moins D jusqu'à 10 et puis moins D. Donc, on va avoir une autre tangente ici. Voilà, cette tangente-là, l'orientation des tangentes là aussi, c'est important, hein. OK? Si vous voyez ici, là, le F est croissant, et puis F est, comment dirais-je, est F' ici, pour ces points-là, F' est comment? C'est 0, non? Et puis G'. G' n'est pas nul. G' est positif. Ces points-là vont nous permettre de savoir il y a une tangente à ce point. Ça, c'est 1. Maintenant, la tangente, là, elle est orientée comment? Là aussi, c'est un autre débat. Pour savoir comment la tangente est orientée. Est-ce que la tangente là est arrêtée, ou bien la tangente là arrêtée, je veux dire verticale, ou bien elle est horizontale, ou bien c'est une pente. Là, c'est au niveau des F' et puis G' là qui va vous permettre de ça. F' est 0. OK? Et puis G' égale à 3. Donc, ça veut dire que votre tangente là, elle sera arrêtée. Elle sera comme ça. C'est comme si vous venez vous calculer et les points de coordonnées 0, 3. 0, c'est l'axe des abscisses. 3, c'est l'axe des ordonnées. Les points là sera ici, non? Donc, ça sera comme ça. Maintenant, l'autre cas, vous voyez que l'autre cas là, F' est 6, mais G', ça fait 0. Donc, quand c'est G' qui est 0, la tangente, elle est couchée. Vous voyez? La tangente, elle est couchée. Donc, c'est comme si vous tracez la droite d'équation x égale à 6, par exemple. Mais, of course, et bien sûr, ce n'est pas 6 ici. Dans notre cas ici, c'est juste la composante x de la tangente qui a une valeur. La composante y là est nulle. Donc, ça veut dire que la pente, ça veut dire que la droite, elle est couchée, la tangente, elle est couchée ici. Donc, c'est comme ça, on sait que ici, la tangente là, elle est couchée comme ça. Donc, pour tracer courbe paramétrique, c'est vraiment simple. Maintenant, au niveau de là, le dernier point, où c'est l'abscisse, les coordonnées du point là, c'est quoi? L'abscisse, c'est 10. L'ordonnée, c'est moins d. Donc, c'est ce point-là, 10 est à peu près ici. Moins d est là. Donc, on voit qu'ici, si on part pour saisir si la tangente, est-ce que la tangente, elle est horizontale ou bien la tangente, elle est verticale, vous allez aller au niveau des dérivés là. Vous voyez que x, au niveau des f', c'est 12. Au niveau des g', c'est moins 9. Donc, c'est comme si on a une tangente qui a, qui a une composante qui est 12, c'est-à-dire positive, la composante sur l'axe fx là, f de t, pardon, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, la composante de la tangente là est comme ça. Vous pouvez faire une valeur, par exemple, si on prend 1 par égal à 3, par exemple. Donc, vous pouvez dire 12 là, il y a combien de fois 3? Il y a 4, non? Vous pouvez faire, par exemple, 4 cm, comme ça. Parce qu'il faut que ça soit proportionnel. Vous pouvez tracer, par exemple, 4 cm ici. Maintenant,
moins 9. Ça veut dire que G' là est moins 9. Donc, au niveau de la composante verticale de votre tangente, ça part vers le bas. C'est moins 9. Donc, si on avait pris 1 cm, 3 fait 1 cm, donc vous allez prendre 3 cm. Tout ça pour vous permettre de savoir que la tangente là, après vous faites la composante qui correspond à 4 et puis moins 3. Vous allez avoir une tangente comme ça. Donc, on va avoir 3 tangentes. Donc, une tangente qui est verticale comme ça ici, une tangente qui est horizontale ici, au point des coordonnées 1, 2, et une tangente qui est oblique comme ça, au point des coordonnées 10, moins 2. Donc, on obtient une courbe comme ça. Parce qu'on connaît les tangentes, donc on va juste frôler les tangentes là, comme ça. Voilà. OK? Donc, c'est cette partie-là qu'on va tracer si l'ensemble 0 à D. Maintenant, pour avoir la courbe complète, vous vous rappelez, on fait la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport à l'axe des abscisses. Donc, c'est ce qui fait que l'autre partie de la courbe va faire ça, la symétrie. Comme ça. Voilà. Si vous voyez, ces points et puis ces points sont symétriques. Ces points et puis ces points, symétrie, 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 symétrie. Voilà. On construit seulement des symétries. Donc, juste à main levée, vous tracez. Et puis c'est bon. Voilà. Donc, vous retenez quelque chose de vraiment très important. La première chose à retenir, c'est que c'est T qui varie entre 0 et D. Mais ce n'est pas X ni Y. Donc, T va varier entre 0 et D. Et vous allez aller chercher f de t, c'est-à-dire x, va varier entre quoi et quoi en calculant f de t. Et y, c'est-à-dire g de t, va varier entre quoi et quoi, entre combien et combien. Donc, vous calculez g de t pour ça. Voilà. Donc, pendant que f de t et g de t vont vous donner les coordonnées des points, les f' de t et g' de t vont vous donner les coordonnées des tangentes, là, les petits vecteurs qui sont tangents. Donc, quand je viens à ces points, le point de coordonnées 0, moins d, et rappelez-vous aussi que l'échelle peut être différente sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, comme dans ce cas ici. Donc, quand je viens le point de coordonnées 0, d, donc c'est ce point-là, et 0, moins d, pardon, c'est ce point-là, je sais qu'à ce point-là, j'aurai une tangente, et cette tangente-là, c'est coordonnées de tangente, de vecteur-là, c'est 0, 3. Donc, du coup, je sais que ma tangente, elle sera perpendiculaire. Parce que si l'axe des abscisses, elle est nulle. Donc, je viens à ce point et je mets une petite tangente comme ça, si vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de représenter la valeur exacte à l'échelle. Vous n'êtes pas obligé de représenter le vecteur à l'échelle. On sait que la tangente, là, elle est là. Voilà. Après, vous faites les points de coordonnées 1, 2. Donc, les points de coordonnées, comme l'échelle est différente, 1 ici, 2. À ce point-là, les coordonnées de notre tangente, c'est quoi? C'est 6 et 0. Donc, l'abscisse, c'est 6, l'ordonnée, c'est 0. Comme l'ordonnée, c'est 0, ça veut dire que la tangente est horizontale, elle est couchée. Donc, je mets une tangente ici. Maintenant, ici, c'est là que c'est un peu compliqué. Les points de coordonnées 10, moins de, le point est là. Maintenant, les coordonnées de la tangente, c'est 12 et moins 9. Donc, vous pouvez choisir une échelle. Par exemple, si je prends 1 cm, correspond à 4 ou à 3, par exemple. 4, 3 là est commun au 12, un diviseur commun à 12 et puis à 9. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que les 12 là est positif. Donc, ça veut dire la composante sur x sera comme ça, positif. Mais la composante sur y là, moins 9 est négatif. Donc, c'est comme ça. Pour dire que ma tangente, elle sera dans ce sens-là. Donc, vous tracez la courbe en utilisant les tangentes.
Donc, rappelez-vous que les tangentes, la courbe va frôler, pousser un peu la tangente et puis continuer. Voilà. Donc là, vous allez avoir une partie de votre courbe et l'autre partie, comme c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, vous faites la symétrique et puis vous allez avoir la totalité de votre courbe. C'est tout. Bon, on va faire deuxième exemple là. Normalement, j'ai préparé jusqu'à 3 exemples, mais c'est trop long. On va juste se limiter aux 2 exemples. Voici x égale à expo de sinus de t, y égale à cosinus de t. Maintenant, t est élément de R. Ok, allons-y. Donc, on nous demande de montrer que la fonction expo de sinus de t là, et puis la fonction cosinus de t là, ce sont les fonctions périodiques de période dpi. Bon, là, c'est intéressant. Vous voyez là, est-ce qu'on va pouvoir réduire notre intervalle de titre là? Voilà. Si la période commune, la plus petite période commune. Vous vous rappelez, PPCM là. Après, on nous dit de comparer M, T, et puis M, et pi moins T. Pi moins T. T élément de R. Donc, montrer que la connaissance de la courbe sur l'intervalle moins pi demi à pi demi là, permet d'obtenir la totalité de la courbe. Après, on dit d'étudier les fonctions expo de sinus de t et cosinus de t si cet intervalle-là. Voilà. Puis consigner le résultat de l'étude dans un seul tableau de variation et construire la courbe. En vrai, là, je suis fatigué. Bon, on va faire vite pour... Donc, petit a et petit b, donc on demande de montrer d'abord les périodes. On commence à corriger. Période et puis comparer MT, MD. Ça, c'est la première question qu'on va essayer de faire. Donc, pour la période, il faut montrer que bon, j'ai un problème de batterie là. Je pense que la vidéo va s'arrêter tout de suite. Donc, on va aller jusqu'au niveau où la vidéo va s'arrêter. Mais peut-être je vais aller vite pour montrer tout. Donc, si vous faites ici, ça va vous permettre d'obtenir, voilà, montrer la période et montrer que les 2 points M et puis MP moins T là sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Après, vous allez pouvoir montrer que on peut étudier la courbe là si c'est intervalle réduit là. Voilà. Okay? Et après ça, vous allez pouvoir montrer en utilisant cette méthode qu'on peut construire la courbe là, juste en utilisant cet intervalle. Et maintenant, pour l'étude de la fonction, vous faites les dérivés x' et puis y', et puis vous cherchez les, les signes de chaque fonction. OK? Voilà, si vous avez les signes, vous allez pouvoir faire le tableau de variation. Donc, vous rappelez-vous que l'intervalle réduit, ça sera moins pi demi à pi demi, et le x' et y' va vous permettre d'obtenir les tangentes, et ici, ce sont les points où les tangentes là seront. Donc, en utilisant ça, vous allez pouvoir construire votre courbe là, comme ça. Donc, je suis allé un peu vite, mais en regardant la vidéo, vous faites pause et puis vous essayez de lire pour comprendre. OK? J'ai un problème de batterie, donc la vidéo va finir et malheureusement, je n'ai pas le temps de trop éditer la vidéo là parce que ça me prend beaucoup de temps. Je suis désolé. Voilà. Mais je pense que ceux qui ont suivi les premiers exemples pourront vraiment. Et ça sera toujours à peu près la même chose. OK? La même chose. Voilà. Les points, le premier point peut-être sera là, tangente. L'autre point, une tangente ici. Et l'autre tangente sera ici. Voilà. Donc, vous allez pouvoir tracer une moitié. Et avec la symétrie, vous allez compléter l'autre moitié. Voilà. Il y a un troisième exemple même qui est là. Mais on ne pourra pas tout faire. Là, la batterie est déchargée. La batterie de mon ordinateur est déchargée. Malheureusement.
peut pas. Donc, on est obligé d'arrêter. J'espère que vous avez compris. Le premier exemple est déjà bon. Donc, voilà, on va arrêter là et on se donne rendez-vous pour les prochains chapitres là. Je pense que c'est géométrie dans l'espace.